Aujourd'hui, je reçois Sarah qui est Head of Data chez Fairly Made, la startup qui propose une solution de mesure de l'impact environnemental des produits textiles et qui a levé 15 millions en 2025. Sarah va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir lancer le département data de la startup. Avant ça, elle est passée par tous les métiers, conseil, freelance, grosse boîte. Elle va nous partager son retour sur ses différentes expériences. Ensuite, elle va nous expliquer comment elle s'y est prise pour monter le département data, quel stack elle met en place, quel premier projet elle lance, comment elle scale aujourd'hui l'impact de l'équipe. Et surtout, elle va nous dire ce qu'elle ferait différemment aujourd'hui, notamment sur la mise en place des dashboards avec Metabase. Hello Sarah, ça va? Hello, ça va très bien et toi? Bah super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Comme je l'ai énoncé en intro, tu es passé par plein de rôles, des boîtes différentes, conseil, freelance, start-up. Tu peux nous parler des grosses différences? On peut commencer peut-être par le conseil, qui je crois était ta première expérience. Moi, j'ai fait du conseil, vraiment sur, beaucoup de sujets d'innovation, qui je pense est une particularité que tout le monde n'a pas quand on passe par le conseil. C'était des missions un peu, commando où en fait on intervient dans des boîtes qui ont pas forcément les compétences pour faire des projets, qu'ils souhaitent réaliser et qui, ne peuvent pas le faire en interne, n'ont pas le temps ou n'ont pas les ressources. Donc vraiment ce truc où tu travailles avec une équipe que tu connais, dans ta boîte de conseil, avec qui tu vas pouvoir, ping-ponger, échanger justement si tu as pas les compétences, les connaissances et cetera et donc moi, c'était plutôt ça mon expérience, conseil, sur les premières années. Et ça, c'est ce que tu faisais chez Artefact et tu as fait une autre boîte aussi C'est avant. ça exactement, j'ai bossé chez Eurodécision avant et chez Artefact ensuite, avant de passer en freelance. Et pour l'anecdote, c'est là qu'on s'est rencontrés, avec Exactement. Sarah, chez Artefact. OK, bah, curieux du coup que tu continues, tu nous expliques un peu l'expérience freelance et peut-être en faisant des liens justement avec les grandes différences. Quand j'ai été freelance, finalement, on pourrait, voir ça comme du conseil. Paradoxalement, je trouve qu'il y a une grande différence parce que, comme je l'expliquais, moi, mon expérience en conseil, c'était pas du conseil en régie, c'était du conseil, plutôt, innovation, petits projets, un peu, projet commando comme je les appelle. Alors que quand j'étais freelance, ça se rapprochait plus de l'interne. C'était plutôt le cas d'une équipe qui, n'arrive pas à recruter peut-être ou alors, la poche budgétaire du freelancing versus du salaire n'est pas la même, donc on a besoin de quelqu'un dans l'équipe mais en fait, on peut pas débloquer le budget, et donc finalement, là où on peut penser que le freelancing s'apparente à du conseil, pour moi, l'expérience a été hyper différente et pourtant, j'ai travaillé pour le même type de boîte dans les 2 cas. J'ai travaillé pour des très grosses boîtes, que ce soit dans le conseil ou que ce soit en freelancing. Tu peux citer quelques noms pour qu'on se projette? Ouais, bien sûr, j'ai bossé pour L'Oréal, pour Allianz Trade quand j'étais en freelance, alors que quand j'étais en conseil, j'ai pu bosser quand même pour, Monoprix, L'Oréal également d'ailleurs. Donc finalement des boîtes très similaires, mais 2 expériences assez différentes. Et OK, super intéressant. Tu voulais ajouter un truc là-dessus? Ouais, bah, c'est sûr, c'est ce que j'allais dire. La plus grosse différence pour moi, c'était vraiment, le l'intensité et quand je parle d'intensité, on a tendance à penser, tout de suite horaire. Pour moi, c'est pas que ça, c'est vraiment même, l'intensité de ce qu'on te demande. Quand tu fais une mission innovation, que tu es pas sûr de la techno que tu vas utiliser, que tu peux changer d'avis tous les 2 jours parce qu'il y a un nouveau truc qui est sorti, que tu t'es renseigné, que tu testes, que ça marche pas. C'est pas la même chose que quand tu es dans une mission beaucoup plus long terme, où en fait, souvent la roadmap est plus clairement définie, les technos tu dois les choisir avec beaucoup plus de prudence. Tu peux pas te dire: «Ah mais tiens, il y a ce package qui est sorti il y a 2 jours qui a l'air magique». En fait, quand tu choisis une techno dans un grand groupe, mais tu l'as choisi pour 10 ans. Potentiellement, l'impact, il est énorme et puis tous les stakeholders, l'architecture, le légal, en fait, c'est pas du tout la même vitesse aussi parce que c'est pas les mêmes contraintes. Et donc ensuite pour, boucler la boucle, start-up, qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant en start-up par rapport à tes expériences d'avant notamment? Je sais pas si j'ai été très surprise, mais ce qui est sûr, c'est que c'est justement un peu le milieu entre ce que je viens de décrire. On était quand même 45 quand je suis arrivée, donc c'était pas non plus tout petit, mais côté data, il y avait personne et donc là, pour le coup, c'est un peu l'entre-deux-mondes avec, à la fois quand tu prends des décisions, ça a des impacts, mais tu sais que tu seras pas obligé d'attendre 10 ans pour revenir en arrière, tu pourras corriger le tir et en même temps, il faut que tu innoves et que tu sois hyper rapide et tu as une ambiance enfin voilà, moi, je c'était un peu le meilleur des 2 mondes pour moi, quoi. Peut-être ju Dernière question sur ce sujet-là et après on passe, sur, voilà le lancement du département data, chez Fairly Made. Quel serait, tu dirais, ton plus gros ou tes plus gros enseignements, issus, bah, justement de toutes ces expériences? Je dirais qu'il y en a 2. Le premier, je vais pas m'attarder dessus, mais moi, à titre personnel et je sais que ça s'applique pas à tout le monde, mais moi, c'était vraiment de faire du conseil. Je pense que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, le fait de en 7 ans, j'ai vu entre 10 et 15 clients, c'est énorme. Des technos différentes, des orgas différentes, des personnalités différentes, des enjeux différents. Donc ça, à titre personnel, c'était, ce qui m'a apporté le plus et le deuxième gros enseignement que j'ai un peu envie de partager, c'est,
suivez ce qui vous éclate. Moi, j'ai commencé en étant data scientist. Au fond de moi, je suis une grosse geek. En fait, j'adorais coder et j'ai eu l'opportunité d'aller sur des projets, data engineer. Je me suis pas arrêtée en me disant: «Ça rentre pas dans ma case». J'y suis allée et aujourd'hui, c'est devenu ma spécialité et j'adore ça. Et mon plus gros, peut-être enseignement/conseil, c'est faites ce qui vous éclate et sortez du cadre si vous pouvez le faire, quoi. Donc tu es arrivée première data chez Fairly Made. Tu peux nous partager un peu le contexte? Donc comme je disais, quand j'arrive, 45 personnes, pas une personne, côté data. Il y avait une personne, mais pour le coup, non, dont c'est pas le métier, mais qui est plutôt, ingénieur, textile, donc expert en textile, un peu fan de SQL, je pense, au fond, et c'était lui qui finalement, avec un accès sur la base de prod, écrivait ses scripts, les copiait-collait, pour extraire de la donnée pour son équipe qui est l'équipe opérationnelle, donc l'équipe, en contact direct avec nos clients. Et c'était ça le contexte de la data à l'époque, c'était vraiment on a quelqu'un qui consacre une partie de son temps qui fait pas partie a priori de sa fiche de poste pour extraire de la donnée de la base de prod et la distribuer à son équipe quand ils en ont besoin. Et donc j'en parlerai peut-être plus après, mais en gros, on développe un produit et dans ce produit, on a des clients qui nous demandaient à avoir de l'analytics. Donc à avoir, de la BI. Alors pas forcément exprimé en ces termes, mais en tout cas, je veux pouvoir jouer avec ma donnée. Et donc, Fairly se rend compte que la data, c'est un enjeu fort, qu'il faut de la BI. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un qui sait faire de la BI, on prend quelqu'un dans la data. Et donc, j'avais tout approuvé de non, mais en fait, on va être plus large que ça, on va être plus transverse côté data. Et donc, oui, je vais venir vous apporter tout ça. Mais il y avait un peu tout à prouver au début, quoi. Bah, justement, ça peut peut-être être le bon moment que tu nous expliques, ce que fait Fairly Made. Tout à fait. Fairly Made, c'est une société à mission. Et notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental et social de l'industrie textile et cuir. Concrètement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on développe un produit, une plateforme pour les marques, donc marques de vêtements, chaussures, accessoires, donc textile et cuir, c'est notre périmètre. Et on les aide à mieux connaître leur chaîne de production en contactant leurs fournisseurs pour faire la traçabilité de leurs produits au fur et à mesure. Donc on contacte leurs fournisseurs pour dire, OK, vous, vous avez fabriqué tel tissu, mais qui vous a donné le fil pour fabriquer ce tissu? Et puis le filateur, qui a fait la teinture? Et donc de proche en proche, on remonte comme ça la chaîne de traçabilité. Ça, c'est un gros enjeu de transparence pour les clients finaux, en fait. Quand tu achètes une fringue, tu sais pas d'où elle vient. Enfin, le made in, c'est un élément, mais l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est pour la partie traçabilité. La deuxième partie, c'est la mesure d'impact environnemental et social. Donc environnemental, on pense tous CO2. En réalité, il y a 16 critères aujourd'hui qui sont mesurés, mais il y a aussi l'aspect social. Donc, par le biais de certifications qu'on récupère auprès des fournisseurs, on va savoir s'ils se sont engagés à ne pas faire de travail forcé, ne pas faire de travail d'enfant, donner des salaires équitables entre les genres, donner le droit à leurs employés de quitter les lieux. Ça peut paraître aberrant en France, c'est une réalité dans les usines. Et donc, en fait, nous, on est là pour ça. Et le troisième pilier, c'est communication auprès des clients finaux avec des QR codes sur les produits. Donc, la prochaine fois que tu iras en magasin, Robin, regarde sur l'étiquette si tu n'as pas un petit QR code Fairly Made qui te dira d'où vient ce vêtement et quels sont les engagements environnementaux et sociaux pris par la marque. Bah, je suppose de toute façon, on reviendra peut-être sur certains éléments parce que, bah, la data, elle est sur la BI comme tu le dis, mais elle est aussi au cœur du produit. Curieux qu'on revienne, bah, au tout début, comment, tu t'y prends, un peu quelles sont les grandes phases de ce que tu vas mettre en place, lorsque tu arrives? Ouais, bien sûr. La toute première chose, pour moi, c'était vraiment d'aller très vite sur, la data platform. Donc, j'ai posé, BigQuery, j'ai récupéré des flux, de la base opérationnelle, Postgre et hop, en, 3 semaines, j'avais de la donnée qui se déposait dans mon data warehouse. Pour moi, je voulais aller vraiment très vite sur: j'ai de la donnée, je la récupère, je suis capable d'en faire quelque chose. Parce que je rappelle quand même que j'avais, entre guillemets, «tout approuvé». C'était un leap of faith, comme on dit, de faire l'email, de se dire: «OK, on recrute une head of data, on n'est pas 100 sûr, on sait que c'est super important, on sait pas 100 sûr de ce qu'on va faire». Donc moi, super important, je récupère cette donnée et ensuite je vais m'asseoir avec l'équipe opérationnelle qui sont du coup pour la plupart des analystes textiles ou des ingénieurs textiles ou traçabilité et je leur dis: «OK, c'est quoi vos besoins? C'est quoi vos besoins? C'est quoi les besoins des marques?» Et en fait, bah, oui, bah, en fait, moi, j'envoie un extract de données à la marque toutes les 2 semaines pour lui donner plus de détails que ce qui est à dispo sur la plateforme et du coup, c'est un peu pénible parce que je le fais à la main. OK, pas de souci, je vous fais un outil. Déjà, on va rationaliser, on passe de 50 extracts possibles à 4. Je vous les automatise, c'est dispo là, hop, je vous ai fait gagner du temps direct. En fait, en quelques semaines, quelques mois, j'ai tout de suite fait gagner de la valeur et du temps à cette équipe opérationnelle qui est le cœur du réacteur chez nous. En tout cas, qui l'était encore plus quand je suis arrivée il y a 2 ans. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Des data tools en interne, débloquer des use cases, faire gagner du temps, montrer tout de suite que, OK, on peut être utile. C'était vraiment la première partie.
Et ensuite, moi, ma conviction, intime et ce que je souhaite vraiment faire, c'est de la data pour le produit. Il y a beaucoup d'équipes data quand on démarre tout petit comme ça dans les startups, des équipes data qui sont des équipes data, plutôt, analytics internes. Moi, mon souhait, c'était vraiment de faire de la data pour le produit, donc de faire des features pour le produit. Et donc après cette première phase de, «OK, je vous ai déjà fait gagner du temps en vous retirant les cailloux dans vos chaussures. Maintenant, on va créer de la valeur pour l'utilisateur final», enfin notre utilisateur final qui sont les marques. Et donc c'est là qu'on est passé plutôt sur la partie, BI, embed. Mmh. Donc voilà. Embedded Ouais, Analytics, comme on exactement, dit. embedded analytics à dispo des marques. Si on flash forward, c'est toujours intéressant, j'aime bien demander un peu quel est la high level design de la stack. Tu peux nous la dessiner en 30 secondes, les grandes briques? Donc notre base de données, opérationnelle, transactionnelle, c'est Postgre. On a Airbyte pour récupérer cette donnée-là, qu'on stocke ensuite, dans BigQuery, qu'on transforme dans une architecture médaillon avec dbt. Pour la BI, on a aujourd'hui Metabase en interne et Power BI pour l'embed. Et en reverse ETL, mais qui aujourd'hui a un projet, tout naissant, tout jeune, on a iTouch et Airflow en orchestrateur. La moderne data stack, dans toute sa splendeur, et il y a eu des choix, particulièrement difficiles, peut-être d'outils dont tu voudrais nous parler? Je sais pas si je dirais particulièrement difficile, mais il y en a 2 sur lesquels j'ai un peu freiné des cas de fer avant d'y aller. Le premier c'était Airflow, parce que moi j'avais pas eu une très bonne expérience dans le passé. Je trouve que Airflow, il y a des features qui sont pas top et je me suis un peu cassé les dents à essayer, d'autres outils et puis en fait, ça me demandait de la maintenance et j'étais toute seule et au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon allez, c'est pas grave en fait, on y va». Donc vraiment ce truc de parce que j'avais eu une mauvaise expérience dans un contexte hyper différent, avec une taille d'équipe, de la volumétrie de données qui est hyper différente, une stack différente. Je me bloquais sur: «Non, mais je vais pas prendre ça, c'est pas le bon outil». En fait, 10 jours plus tard, je me suis dit: «OK, c'est bon. En fait, ça coûte un peu plus cher, mais c'est facile, c'est managé, c'est bon, j'ai pas besoin de m'en soucier». Il y a une grosse communauté, tu peux trouver des gens qui maîtrisent. Exactement. Mais c'est vrai que sur des petites équipes, j'entends parfois des équipes qui partent sur, Daxter ou Prefect qui seraient, Ouais, supposément plus faciles à maintenir avec une petite équipe, mais toi, c'est pas, la tout conclusion à à laquelle fait. tu es arrivé? Oui, en fait, j'ai essayé, enfin, c'était un peu des sujets techniques, mais en fait, j'ai essayé de déployer, Prefect sur Cube, mais je me suis heurtée à des difficultés et à la fin, je me suis en fait, ma priorité, c'est pas d'avoir le meilleur outil. Ma priorité, c'est juste, je veux avoir ma donnée. J'ai autre chose à faire que de passer du temps sur ce choix-là et aujourd'hui, si je veux le changer, je peux. Et après sur la partie plutôt, cas d'usage, rapide à mettre en place, je me souviens que tu m'avais parlé pas mal de Mmh, Streamlit. c'est ça. Ça, j'ai l'impression que c'est une tendance qui commence vraiment à exploser et je pense en particulier aussi en start-up parce que toujours, petite équipe, faut être capable de très vite, proposer des outils. Est-ce que c'était une évidence parce que tu l'avais utilisé avant? Est-ce qu'il y avait quand même aussi, je sais pas, d'autres outils dans le pipe, comment c'est passé? Je l'avais pas utilisé avant. Alors même si quand j'ai démarré, dans la data, moi je faisais du R et je faisais des applications Shiny qui revient un peu au même. Aujourd'hui, je fais du Python et j'en avais pas fait depuis. Donc c'était pas une évidence absolue, mais c'est plus sur cette phase que je racontais tout à l'heure de je vais m'asseoir à côté des opérationnels, je vais leur demander: «C'est quoi, les cailloux dans votre chaussure?» Et un des use cases, c'était par exemple, en fait, on doit, vérifier beaucoup de données, notamment tout ce qui est edge case, avant de valider certaines analyses. Donc aujourd'hui, on a une grande partie de tout ça qui est automatisé, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore des bouts qui pouvaient être manuels. Et donc c'était, en fait, je dois vérifier de la donnée en masse, des centaines, des milliers de lignes, pour trouver le edge case pour lequel il faut peut-être que j'appelle la marque en disant: «Tiens, il y a un petit, sujet sur cette donnée-là, qu'est-ce qu'on fait?» Ils me disaient: «Mais ça nous fait perdre un temps de dingue». Et je me suis dit: «OK, donc faut que je leur mette à dispo quelque chose». Côté équipe, produit, engineering, enfin c'était des mois et des mois de dev pour avoir quelque chose comme ça, alors qu'en Streamlit, en quelques jours, j'ai pu leur faire un petit front où ils voient leurs données, ils voient des petits codes erreurs qu'ils peuvent filtrer et c'est bon. Donc en fait, c'est venu assez naturellement sur: j'ai besoin d'un front, mais j'en ai besoin demain. J'ai pas forcément le temps qu'on fasse une discovery pour faire le meilleur produit possible avec la meilleure solution, la meilleure intégration. Tant pis, ce sera très certainement un peu lent, un peu buggé, mais au moins ça débloque des use cases. Et puis ça devient un prototype potentiellement après que tu peux filer à l'équipe produit en leur disant: «Bah, voilà, essayez de faire quelque chose de peut-être plus robuste, plus intégré dans le produit, quand vous avez le temps, quoi». Aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé, quoi. Ces produits, qu'on a fait, ces data tools qu'on a fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de tout mettre dans le produit. Du coup, finalement, on n'en fait plus de ces apps-là parce que, justement, l'équipe produit a grossi, on a trouvé une façon de s'interfacer et donc justement, on a arrêté de faire ces petits outils et on préfère tout intégrer dans nos produits à nous, quoi. Et donc tu disais après de plus en plus maintenant le poids du corps, il est sur des sujets, plutôt, data, dans le produit à destination des clients C'est et ça. donc là, tu as déjà expliqué un peu, quelques exemples, mais, c'est quoi une analyse type qu'un client va faire par exemple avec sa donnée?
Un cas, intéressant, qu'on a release, là, très récemment, c'est sur les risques. Un sujet, assez important pour les marques, c'est de savoir, quand je travaille avec des fournisseurs et notamment quand on remonte la chaîne, en fait, pour aller jusqu'à la matière première, est-ce que dans cette chaîne-là, j'ai un fournisseur qui serait à risque de travail forcé, par exemple? Ou à risque de déforestation? Parce que faut pas se leurrer, les marques, elles peuvent pas être en contact avec leurs, 500 fournisseurs, quotidiennement. Donc, en fait, quand nous, on remonte la connaissance de cette chaîne de production, bah oui, on découvre des fournisseurs et en fait, elles veulent surtout se prémunir de se dire: «Bah, moi, je veux pas, en tant que marque, je veux pas travailler avec un fournisseur qui serait à risque de travail forcé ou qui serait à risque de déforestation». Et donc, il existe des données, disponibles que nous, on récupère et que, par exemple, on va venir matcher avec nos fournisseurs pour être capable d'alerter la marque. Donc ça, c'est un nouveau service, par exemple, qu'on vient de sortir tout récemment, là, il y a 2 semaines. Ça, c'est une analyse type et vraiment clé pour la marque. OK. Et là, du coup, c'est presque de l'alerting, en fait. C'est-à-dire C'est que le client, il est presque de pas dans de l'alerting, ouais. l'explo, lui, où il va deep dive, c'est plutôt vous Alors êtes en on mesure n'a de pas, on n'a pas fait encore le mode alerting, mais en tout cas, tu peux le voir quand tu arrives sur ta plateforme. et ça te saute aux C'est yeux, ça, voilà, exactement et ceux donc sur lesquels il y a un en risque. l'occurrence, c'est aussi de l'embed analytics, mais avec, sous le capot, une analyse de risk assessment. Si on prend un peu de recul sur tout ce que tu nous as dit, que ce soit, l'Asta, que ce soit, bah, les quick wins ou maintenant l'embedded analytics, quelles ont été les plus grosses difficultés, tu dirais que vous avez rencontrées? Je ne sais pas si je parlerais de difficultés, mais en tout cas de choses peut-être que je ferais différemment. Je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est de s'intégrer, plus vite aux produits. Je pense que ces data tools, ils étaient très bien pour démarrer, mais on les a presque conçus comme étant trop stand-alone, trop aboutis et finalement on crée un produit à côté du produit et ça, c'est quelque chose que je referais différemment. Tu vois, aujourd'hui, je m'intégrerais plus vite avec, bah, justement l'équipe produit, l'équipe Eng pour dire: «Bah, en fait, comment on pousse ça?» C'est un peu bizarre de dire ça, mais il faut pas que ce soit suffisamment bien pour rester utilisé. Tu vois? Il faut que tu sois dans un entre-deux de il faut que les utilisateurs aient envie de retourner sur notre produit, entre guillemets «officiel», enfin, c'est notre back office, en fait, pour arrêter qu'ils utilisent 2 outils et parce que c'est hyper compliqué en maintenance, tout ça. Donc ça, c'est un premier truc, c'est je pense d'aller plus vite sur l'intégration produit, d'être moins dans le, bah, OK, nous on fait un data tool qui est complet, qui est génial, nos utilisateurs sont contents, mais en fait à la fin c'est pas l'objectif. Et le deuxième est un peu en lien avec ça, c'est qu'on parlait d'embedded analytics. Alors moi je trouve ça génial parce qu'en 1 mois et demi, on est capable de, développer, un dashboard hyper interactif avec beaucoup de fils, beaucoup de données, et cetera, et de le mettre dans notre produit. Mais il y a quand même un challenge sur l'esthétique, sur, l'UI, sur l'UX, en fait, qui est différente de ce que tu as dans ton produit. Même si tu vas évidemment remettre la même DA, tu vois? Tu vas remettre les mêmes couleurs et cetera, mais à un moment, la BI, ça reste la BI. Ça reste, un cadre, enfin, et tu peux pas mettre des ronds dans des carrés. Et donc en fait, bah, il y a ce challenge-là un peu de convaincre en interne aussi, de dire: «Oui, mais ce que nous, on a développé en 1 mois et demi, si on voulait le faire avec une équipe de développeurs, il nous faudrait une armée de développeurs pendant 1 an». Parce que bah, les gens qui bossent sur, Power BI, bah, ils sont nombreux, ça fait très longtemps qu'ils bossent dessus et c'est pas notre cœur de métier. Donc ça, je pense, c'est aussi ce point-là. Et tu as aussi des exigences peut-être qui sont un peu différentes entre des dashboards qui sont à destination de l'interne, de tes équipes qui connaissent parfaitement ton produit, qui connaissent ta nomenclature et où aussi c'est pas très grave si parfois ils te posent des questions, il y a des choses qui sont un peu floues, enfin, si ça permet d'avancer plus vite et cetera. En revanche, avec les clients, bah, faut peut-être aller un peu plus loin sur ces questionnements-là de comment tu nommes les choses, comment ils s'y retrouvent et vraiment se mettre à leur place et ils passent pas tout leur temps sur le produit dans ces données-là, quoi. C'est ça et puis il faut aussi se dire que nos utilisateurs, ce sont des responsables de prod, donc autrement dit, leur travail, c'est de créer des vêtements, c'est pas d'utiliser de la BI. Donc c'est des comportements aussi qui sont pas naturels, qu'il faut donc apprendre et qui diffèrent un petit peu du reste du produit. C'est aussi ça. Et en termes de difficultés, j'en ai un peu parlé en intro, mais tu m'avais parlé aussi d'un élément que tu aurais peut-être fait différemment sur, la mise en place de Metabase et des dashboards. Complètement. Ça, c'est quelque chose que je referais différemment, non pas parce que, ça a eu des impacts négatifs, mais plus parce que je pense que ça aurait pu avoir des impacts positifs plus tôt. C'est-à-dire que, j'ai pas voulu au début mettre Metabase en place chez Fairly parce que en discutant avec, des personnes, donc en networkant et cetera, au détour d'un café, les gens me disaient: «Ouais, Metabase, c'est super, mais Metabase, c'est vite le bazar. Tu as vite 200, 500, 1000, 2000 questions, tu ne sais plus à quoi elles servent, il y a des copier-coller de questions, ça devient hyper difficile à gérer». Et je me disais: «Non», c'est un peu orgueilleux ce que je vais dire, mais j'avais un peu un truc de: «Non, je ferai pas ça, je ferai de l'analytics propre». Mais c'était complètement antinomique avec la volonté que je partageais tout à l'heure de moi, je voulais faire de la data pour le produit. Donc mon focus, de toute façon, c'était pas l'analytics interne.
Et donc si j'avais passé un peu moins de temps à freiner des cas de fer pour Metabase et que je m'étais dit: «Bah, en fait, de toute façon, moi, la valeur que je veux apporter, ce qui est important pour moi et ma conviction personnelle, c'est qu'on doit mettre la data dans le produit pour nos clients», et ben j'aurais pu mettre Metabase en place plus tôt, donner accès à la donnée à nos utilisateurs internes. Parce que oui, c'est pas parfait, aujourd'hui on l'a, mais n'empêche que 100 de l'entreprise a accès à de la donnée. Et 100 de l'entreprise, allez peut-être 95, c'est déjà connecté sur Metabase pour aller récupérer un chiffre. Et nous, ça nous a soulagés aussi de plein de questions qui reviennent tout le temps sur: «Tiens, c'est quoi déjà notre nombre de fournisseurs, et ça a grandi de combien par rapport au quarter précédent?» Aujourd'hui, on passe plus de temps à faire ça. Les équipes se sentent empowered parce qu'elles ont accès. Voilà, donc je dirais ce que je ferais différemment, c'est clairement y aller Y plus aller plus vite. tôt. C'est pas grave si c'est pas parfait. L'essentiel, c'est d'avancer. Bah, de toute façon, c'est toujours le problème qui revient. Ça me fait penser à un épisode, c'était l'épisode 90 qu'on a fait avec Juliette, qui à l'époque était Head of Data chez Oversea. Un épisode justement sur le self-service. Et c'est une grosse promotrice de Metabase, mais elle disait le seul problème, c'est la prolifération, comme elle disait, des tableaux de bord, où c'est vrai que ça devient, mais tu as des milliers de tableaux de bord. Et elle, du coup, elle a mis en place ce qu'elle appelait, je crois, la brigade de la data ou la police des dashboards, je me souviens plus, mais ça m'avait fait trop marrer. Et où en fait, du coup, ils passent pas mal de temps à cleaner, à marquer les dashboards qui sont, stampés, qualité, supprimer ceux qui doivent plus être là et donc il y a un gros travail de ce côté-là. Voilà, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent creuser, particulièrement cet aspect, self-service avec Metabase. Quels sont les sujets du moment et les prochaines étapes? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a quand même un sujet d'équipe, c'est-à-dire que donc moi, je suis arrivée il y a presque 2 ans et demi. J'étais toute seule. Aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe. C'est pas une équipe qui est en hyper croissance. L'année dernière, du coup, je suis passée de 1 à 5. Mais là, je suis plus dans un enjeu de stabilité. Et donc, en fait, comment tu gardes ton équipe motivée, comment tu retrouves des projets chouettes. Dans mon équipe, donc on est 5. J'ai un data engineer, une data scientist, une analytics engineer et un stagiaire data engineer également. Et donc en fait, les métiers, donc à part sur la partie data engineering, mais sont tous différents. Et au début, c'est chouette, tu donnes des projets différents à chacun. Et là, je sens qu'il y a un souhait, et moi aussi, de travailler plus ensemble. Et donc, faut penser aussi tout ça. Donc là, il y a quand même un enjeu de management, de comment tu penses le fonctionnement de ton équipe sur de la stabilité et plus de la croissance extensive comme on a pu avoir en un an. Peut-être avoir des périmètres qui sont un peu moins clairs et Ouais. orienter l'équipe peut-être vers du full stack et avoir des profils data eng qui peuvent monter sur des sujets analytics engineering ou inversement, et là tu remets de la on va dire des complexités intellectuelles. C'est ça. C'est un peu moi après, c'est un peu ma personnalité, le côté touche à tout, donc déjà, je pense que les périmètres étaient pas hermétiques, mais c'est vrai que c'est encore peut-être aller plus loin là-dessus ou en tout cas de dire: «Bah, OK, peut-être sur ce projet-là, vous pouvez bosser ensemble». C'est tellement cool de bosser avec des gens, C'est clair. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas mal, tu vois? Bah, j'ai publié un épisode, il y a quelque temps avec Alan. Eux, ils ont une grosse culture, du full stack data où ils veulent vraiment que les ingénieurs data qui les rejoignent, soient en capacité de prendre un projet qui n'est pas forcément dans ta spé initiale et de le dérouler de A à Z. Enfin, c'est des choses qui reviennent de plus en plus, ouais, sur des cultures, très orientées, full stack. Bref. Il y avait d'autres sujets, que tu voulais aborder? Ouais, un autre sujet, c'est le sujet de la data quality. Au début, c'est un sujet qui est vite revenu. Quand je suis arrivée, on m'a dit: «Attends, il y a data dans ton poste, donc si on a des problèmes de data quality, c'est forcément toi». Donc ça a demandé pas mal d'acculturation pour expliquer que, non, malheureusement, c'est pas moi qui produis la donnée, donc je peux vous aider à réfléchir autour de ça, et voilà, mais moi, je vais pas pouvoir y faire grand-chose. Et là, on a commencé, du coup, il y a, plusieurs mois maintenant, à s'outiller et à se dire: «En fait, ça y est, l'équipe, on est un peu plus nombreux, on a un peu plus de stabilité, on trouve aussi notre rythme avec, les autres équipes. On a mis, DBT, Elementary avec des tests DBT. En fait, on n'est pas sorti de notre stack. On s'est dit: «Bah, OK, on a DBT, on peut faire des tests avec DBT, donc on va faire des tests avec DBT». Et donc maintenant, tout le challenge, c'est, de trouver, notre rythme avec aussi, l'équipe Eng qui produit la donnée et de dire: «OK, retour à l'envoyeur, c'est pas passé», et cetera. Et donc là, d'être plus exigeant. Et typiquement, depuis quelques semaines maintenant, quand un test data quality ne passe pas, maintenant la donnée ne se rafraîchit plus du tout. Voilà, on monte la barre et les next steps là-dessus, c'est, remonter la barre constamment, constamment, constamment pour, je vais pas dire ne plus avoir de sujet de data quality, mais en tout cas, les réduire au minimum. Ouais, parce que c'est intéressant et avec une boucle où du coup ça revient sur les fournisseurs de données. C'est Parce ça. que c'est vrai ton point de dire que c'est pas l'équipe data qui produit la donnée, mais ça veut pas dire effectivement que ça peut pas être sa responsabilité de donner de la visibilité sur les problèmes de données. Parce qu'on vient presque à un sujet un peu BI finalement. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas toi qui l'as produit, pour autant, tu es plus à l'aise avec, donc c'est cool aussi que tu puisses fournir des outils. Donc nous, on est rentré dans cette philosophie-là, où c'est l'équipe data qui écrit les tests, parce que DBT, c'est notre outil et voilà.
à la demande de l'équipe produit Eng et on leur met à dispo un dashboard sur lequel ils peuvent voir les résultats. Donc en fait, on est vraiment plus dans on vous accompagne. Donc c'est cool. Et le dernier sujet, c'est, sans surprise, l'IA au sens large. Comment on fait, de l'innovation avec l'IA? On avait déjà lancé des sujets, justement, on a une data scientist qui est là depuis 1 an maintenant, qui bosse sur ces sujets-là, mais, la question c'est comment on va encore plus loin? Et surtout, le gros questionnement qui se pose, c'est, en fait, on est une société à impact, on est une société à mission. L'IA, ça a des énormes impacts sur, l'environnement, et les sociétés. Épisode trop intéressant de Lou, là-dessus. Et en fait, ça pose vraiment question de se dire, en même temps, on peut pas arrêter de faire de l'innovation. C'est le sujet du moment, il faut qu'on y aille, c'est important, mais comment on le fait de manière raisonnable pour que l'impact qu'on diminue de l'industrie textile grâce à l'IA soit plus important que l'impact qu'on crée avec notre IA. Super intéressant. J'en profite pour, mentionner, l'épisode auquel tu fais référence, donc c'est l'épisode 193, effectivement, j'y ai pensé tout de suite, dont le nom parle de lui-même, c'est «Comprendre l'impact de l'IA sur le climat» avec, Lou, de Data for Good. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Écoute Sarah, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Je vais pas faire, dans l'originalité, ce que sera la newsletter de Blef. Après, moi, je suis pas une très grande lectrice. Je préfère, typiquement, l'audio. Mais du coup, ce que j'ai trouvé comme, astuce, c'est que je me suis fait une tâche programmée sur ChatGPT pour, toutes les semaines me faire un petit, digest des news en data IA. Donc voilà, je reçois ça, de manière, proactive. Bon, je parlais juste avant de l'impact de l'IA, c'est peut-être pas très vertueux, mais en tout cas, moi, c'était ma manière à moi de rester à jour. Il y a encore des gens, je pense, qui ne connaissent pas, l'immense Christophe Blefary et sa newsletter, donc, je mettrai ça bien sûr en description. Et enfin, qu'est-ce que tu aimes dans la data? Moi, ce que j'adore dans la data, c'est d'apprendre des métiers. J'ai commencé en 2016, j'ai appris le métier de l'hôtellerie de plein air avec le revenu management en hôtellerie de plein air. Entre-temps, je suis passée par la reco de produits dans le retail, par les plateformes de streaming avec RTL. Et là, j'apprends comment on fabrique des vêtements. Moi, ça m'éclate, j'adore ça. Je pense que plus c'est varié, plus je m'éclate. Et pour moi, c'est vraiment le parfait mélange entre le métier et la tech. Je disais tout à l'heure, je suis profondément une geek et moi de me dire qu'à la fois je peux m'intéresser à ce métier, comprendre, comment on sait qu'un vêtement il est, tissé ou tricoté et en même temps je peux, pondre des centaines de lignes de code, pour m'éclater, quoi. Bah, écoute, ça, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager, ton expérience sur le podcast. C'était super inspirant. J'en profite pour demander à l'audience, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera pour diffuser l'épisode avec Sarah. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Sarah. Merci Robin. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.